Bravo Arlette. Et voilà, je vous propose qu'on aborde maintenant les thématiques de cet après-midi consacrées au traitement des plaies chroniques des membres inférieurs. Deux coordinateurs, docteur Frédéric Vin, modérateur docteur Luc Théo. Et je crois qu'on a 6 conférences, 6 sujets. Est-ce que je vous laisse présenter le premier orateur que tout le monde connaît, mais on va quand même le présenter. Oui, merci à l'Académie de chirurgie de nous recevoir. C'est un sujet à la fois du passé, tout le monde a un avis sur la manière de traiter les plaies, et d'avenir, vous verrez qu'on y travaille. Première communication, professeur Vin, dont tout le monde connaît l'activité intense en chirurgie, essentiellement des veines, et donc Frédéric va nous parler de l'actualité sur les plaies chroniques vasculaires. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, mes chers collègues, avant tout, je voudrais remercier l'Académie de nous avoir permis et donné l'opportunité d'organiser cette session sur les plaies chroniques et d'en faire un point, car il y a effectivement des actualités et on doit vraiment faire le point sur le problème socio-économique que représentent les plaies chroniques des membres inférieurs. Je n'ai à ce jour aucun conflit d'intérêts. Avant tout, quelques définitions pour dire que les plaies chroniques des membres inférieurs vasculaires, et nous ne parlerons pas des plaies d'origine diabétique qui sont pourtant en croissance, sont représentées essentiellement par des origines veineuses. Et on parle justement de plaies chroniques lorsque elles dépassent un mois. L'ulcère d'origine veineuse peut être associé à une petite participation artérielle, et on verra comment l'explorer. Et c'est ce dont on parle, c'est d'ulcère mixte à prédominance veineuse. Et dans d'autres cas, il peut exister des lésions ulcéreuses d'origine artérielle qui peuvent être le point de départ d'une artériopathie méconnue chez un patient ne déambulant pas. En fait, on ne parlera pas des angiodermiques nécrotiques, qui sont en fait des pertes de substances angiodermiques cutanées, et qui sont des véritables infarctus cutanés avec une atteinte capillaire. Une définition pour dire que l'ulcère chronique est une lésion d'origine vasculaire et nécessite un bilan vasculaire, mais ce n'est pas une simple lésion dermatologique sur laquelle on applique, sous l'influence d'un laboratoire pharmaceutique, un simple pansement. Non, avant tout, il faut savoir faire un bilan et une exploration vasculaire. La prévalence est vraiment très importante, puisqu'elle est d'environ 1% de la population générale, augmente avec les années et avec l'âge, puisqu'on en retrouve 3 à 5% après 65 ans. Et dans certaines études, on a retrouvé également chez les patients hospitalisés 5 à 6% d'ulcères des membres inférieurs. Et on a estimé, dans une étude de Courcou sur un mémoire de haute étude de santé publique qui a été réalisé en 2011, qu'il y aurait en France 2 500 000 patients présentant une plaie chronique, mais qui peut être également une plaie d'origine diabétique. En fait, les principales étiologies vasculaires sont, dans 70 à 80% des cas, l'origine veineuse, qui peut être, comme nous le verrons, essentielle ou post-thrombotique, 15% environ d'ulcères mixtes avec participation donc artérielle, et des ulcères purement artériels dans seulement 10 à 15% des cas. Dans la grande majorité des cas, c'est donc d'une origine veineuse qui peut être une origine primaire et, comme on le voit sur le côté gauche, une dysplasie de la paroi veineuse qui est d'origine héréditaire, prédominant chez la femme et qui entraîne une perte de la fonction valvulaire avec une désorganisation structurale de la média aboutissant à une stase veineuse et à l'apparition de troubles trophiques. Et puis aussi, il y a les ulcères d'origine post-thrombotique qui sont beaucoup plus sévères. Et comme nous le voyons à droite, il y a deux éventualités. Après la thrombose veineuse profonde, il y a soit persistance et l'occlusion de l'axe veineux profond et une suppléance par le réseau veineux superficiel à l'origine des varices, mais il peut y avoir une recanalisation et une reperméation de l'axe veineux profond avec une insuffisance valvulaire profonde qui est beaucoup plus grave qu'une insuffisance veineuse superficielle. Les conséquences sont un retentissement microcirculatoire. Comme vous le voyez ici, il y a deux origines possibles. D'une part, à droite, l'hypertension veineuse capillaire au niveau de la veinule post-capillaire, car il n'existe pas
de sphincter post-capillaire et donc une perte de la fonction de la loi de Starling avec une augmentation de la pression hydrostatique qui devient supérieure à la pression ocotique. Il y a donc extravasation d'eau, d'électrolytes, de fibrine et également d'éléments figurés du sang. Et puis, pour la gauche, on l'a remarqué dans l'étude de Takaz, une agrégation des leucocytes au niveau de la stase veineuse qui est à l'origine de la libération de médiateurs de l'inflammation. Et tous ces phénomènes aboutissent à des édèmes, des troubles trophiques et en particulier l'ulcère de jambe. Alors très rapidement, quelques aspects cliniques pour dire que, avant tout, c'est l'examen clinique qui doit orienter les explorations complémentaires et il faut avoir l'œil pour dire que ce n'est pas la plaie uniquement qui est importante, mais je dirais que c'est autant les tissus périulcéreux que la plaie elle-même. Sur la gauche, vous voyez une simple lésion d'un ulcère veineux apparemment d'origine essentielle avec des varices primaires associées à une pigmentation. On le voit également sur les deux diapositives de droite où on a des troubles trophiques associés témoignant de troubles évoluant depuis de nombreuses années. Et puis ici, on suspecte déjà avec un aspect de guêtre sclérodermiforme sur la gauche avec une sclérose des téguments évoquant une insuffisance veineuse profonde que l'on retrouve également à gauche sur le milieu montrant une inflammation avec une lipodermatosclérose, des lésions d'atrophie blanche et de pigmentation. Et puis vous voyez aussi à droite une participation artérielle qui est évidente. Mais l'évolution peut faire sur un mode chronique et c'est rare, mais dans le service que j'ai eu le privilège de diriger à l'hôpital Bonsecours pendant une dizaine d'années, nous avions des cas comme ceux-ci qui évoluaient et pour montrer que la prise en charge est encore aujourd'hui déficiente. Si le traitement n'est pas pris en charge rapidement, eh bien, on a l'évolution vers des complications. La première complication, c'est la chronicité, avec l'apparition d'un ulcère qui s'aggrave, mais également une désorganisation complète des tissus périulcéreux, avec une hypodermite, une inflammation, et qui sont l'origine de surinfections locales, comme vous le voyez avec un pyocyanique, parfois un protéus, qui sont des germes qui sont souvent, ça profite de la peau. Et puis le deuxième problème qu'il faut évoquer également, c'est lié à la douleur, une ankylose de l'articulation tibio-tarsienne avec les pieds souvent équins qu'il est parfois difficile de récupérer par une rééducation si les douleurs durent trop longtemps. La cancérisation a également été observée, on n'en voit pas beaucoup, mais vous avez à droite un épithélioma spinocellulaire sur une lésion ulcéreuse. Les examens complémentaires sont avant tout dominés par l'exploration écho-Doppler à la recherche d'une insuffisance veineuse superficielle, d'une séquelle de thrombose et d'une insuffisance artérielle, d'une artériopathie sous-jacente. Mais le problème que je voudrais vous évoquer aujourd'hui est celui du coût socio-économique de la plaie trophique chronique. Il y a peu d'études parlant de ce sujet. Néanmoins, en 2011, la Caisse nationale d'assurance maladie a publié une étude montrant que sur 115 000 patients traités à domicile pour un ulcère de jambe, le coût avait été estimé à 272 millions d'euros, ce qui est relativement important. Et on ne parle pas des ulcères qui n'avaient pas été explorés au milieu hospitalier ou dans d'autres régions. Ces coûts de santé incluent bien sûr des consultations, des soins infirmiers, des traitements, des bandes et également tout ce qui va à côté de la prise en charge de l'ulcère de jambe avec les soins. La durée moyenne est choquante. Elle parle de 210 jours selon le système national des données de santé, 210 jours pour guérir un ulcère, c'est-à-dire 7 mois. Vous voyez que vraiment on peut faire mieux, car entre une plaie qui doit guérir en 6 semaines à 2 mois et une plaie qui devient chronique au bout d'un an, il y a une marge que l'on peut réduire incontestablement. Il y a eu également dans cette étude 200 000 journées d'hospitalisation et 6 400 000 jours d'arrêt de travail, ce qui est un coût non négligeable. Et pourtant, en 2006 déjà, l'HAS avait donné des recommandations. La première était de dire, lorsque l'on a un patient présentant une plaie d'un membre inférieur, il faut rechercher l'origine veineuse
en recherchant les stigmates de la stase veineuse, en particulier les pigmentations, l'hypodermite, la lipodermatosclérose dont nous avons parlé. Et également, il est recommandé de faire une mesure de l'indice de pression systolique. Je vous le rappelle que l'indice de pression systolique est la mesure de la pression systolique au niveau de l'artère tibiale postérieure divisé par la pression systolique humérale, et cet indice doit être supérieur à 1. Dès qu'il est inférieur à 0,8, on parle d'un ulcère mixte. Et puis la troisième recommandation qui a été faite à la suite d'ailleurs des travaux publiés dans la Cochrane Review sur la compression médicale élastique en 1997, les recommandations de l'HAS disent qu'il faut utiliser un haut niveau de pression multitype pour les ulcères veineux à prédominance veineuse avec un indice de pression supérieur à 0,8. La prise en charge est encore déficiente. À droite, on peut voir ce que nous constatons fréquemment chez les patients traités en ville par des médecins et infirmières peu ou insuffisamment expérimentés. Ce que nous voyons à la prise en charge doit être des soins locaux, des pansements en fonction du stade, mais surtout une compression à allongement court ou multitype, alors que la compression par bande élastique a été le gold standard du traitement par compression pendant tout le XXe siècle. Et aujourd'hui, vous pouvez mettre une croix, c'est absolument terminé. Il faut des compressions à allongement court ou des compressions multitypes. Le grattage de la plaie également à la curette est totalement proscrit. La défibrine est obtenue par la compression médicale élastique. Tout repose sur la compression médicale élastique ou non élastique, et je dirais même plus que la compression est plus importante que le pansement lui-même. Au terme de ce bilan vasculaire qui a été réalisé par l'examen clinique et une exploration écodoplaire, on peut distinguer globalement deux cas. Le premier, c'est un ulcère de jambe non compliqué d'origine veineuse, essentielle ou post-thrombotique, et je pense que ce cas peut être pris en charge en ville par une équipe compétente et on obtiendrait une cicatrisation dans environ 80% des cas avant 2 mois. Et il y a l'ulcère mixte ou ancien évolué depuis plus d'un an, pardon, qui devrait être dans un centre de référence. Si nous voulons parler des centres de référence, ce qui m'apparaît important, c'est justement de retrouver ce qui est le problème dans toute la prise en charge de ces ulcères de jambes, c'est la compétence des médecins et des infirmières. Il faut donc des centres expérimentés où il y a une filière de soins compétences avec des médecins et des infirmières ayant eu un enseignement sur la prise en charge de ces plaies, car il n'y a aucun cursus médical ni dans les écoles d'infirmières. Il y a également une filière de formation qui doit être une formation compte tenu de l'actualité de la prise en charge par les nouveaux soins qui arrivent sur le marché, et une filière de soins hôpital-ville, car lorsque le patient est hospitalisé, il est souvent difficile de savoir ce qu'il deviendra une fois qu'il sera de retour à domicile. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir deux types de prise en charge, soit une HAD, soit une équipe mobile de plaies chroniques, avec des infirmières spécialisées venant de l'établissement hospitalier pour la prise en charge, soit, comme il existe en Languedoc-Roussillon sous l'initiative de Luc Théo, la télémédecine avec le système d'Homoplay et des gens expérimentés. La quatrième chose à organiser, ce sont les centres de référence hospitaliers, car il est difficile de traiter tout dans un centre de gérontologie ou dans un centre de médecine interne. Il faut des gens expérimentés, avec des personnels expérimentés, sachant qu'il y a un coût pour les soins. Par une infirmière doit multiplier par 2 son temps de présence auprès du patient. La prise en charge d'un ulcère, c'est environ pour un soin 30 à 45, voire 1 heure pour un ulcère de jambe. La filière soins ville également pose un problème, compte tenu de la faible rémunération des infirmières de ville pour 25 ou 27 euros ou 30 euros pour passer 3/4 d'heure ou 1 heure auprès du patient est vraiment difficile. Enfin, j'insisterai sur le dernier point qui est l'éducation du patient. L'éducation du patient a d'abord à comprendre sa pathologie et à accepter la compression
de façon à guérir et éviter également certains cas que j'ai vus, qui sont des cas de trichomie, où les patients entretiennent eux-mêmes leurs lésions pour avoir une prise en charge sociale avec des infirmières et éviter l'isolement. Les avantages de cette filière, c'est une expérience des médecins, une expérience des infirmières, une équipe pluridisciplinaire qui comprend également des chirurgiens, bien sûr, pour intervenir lorsqu'il y a des lésions artérielles distales où on peut faire maintenant des recanalisations stenting, et puis une surveillance et un suivi par les prises en charge à domicile. Et le respect de ces recommandations permettrait de réduire le temps de cicatrisation. Réduire de 30 jours le temps de cicatrisation permettrait une économie de 66 millions d'euros par an, selon une étude. Enfin, je terminerai par cette étude magnifique de Sylvie Meum et tous ses collaborateurs et collaboratrices qui montre que, certes, la compression non élastique est plus efficace que la compression élastique, mais la compression multitype, c'est-à-dire à 2 bandes ou 4 bandes, est plus efficace et réduit, comme vous le voyez, le temps de cicatrisation par rapport à un allongement court. Et qui dit réduction des temps de cicatrisation dit une réduction du coût, puisqu'on réduit d'environ 20% le coût de santé publique en réduisant cet ulcère. En conclusion, le diagnostic me paraît fondamental pour reconnaître l'étiologie et avoir un bilan complet de ce patient en distinguant ces deux types de patients, des plaies chroniques relativement récentes, faciles à traiter, et des plaies plus anciennes et complexes, et que ces plaies chroniques anciennes doivent être prises en charge par des centres de référence dont les prochains orateurs nous parleront. Enfin, je n'aborderai pas le sujet des nouveaux pansements, comme les greffes substituts cutanés et RPR dont on parlera tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, en bientôt 2026, les temps de cicatrisation ne devraient plus être de 210 jours, mais être réduits essentiellement pour réduire le coût de santé publique. Je vous remercie. Merci pour cette présentation extrêmement pédagogique et puis un temps de parole parfait, hein. J'essaye. Magnifique. Donc du coup, on a le temps pour quelques questions. On va vous passer un micro. Pierre Saradon, notre nouveau membre de l'Académie de chirurgie, chirurgien vasculaire. Bon, merci. Vous l'avez signalé, le diagnostic étiologique est important, c'est très important. Retrouver une artérite ou même une insuffisance veineuse. Et je crois qu'il faut pointer du doigt le fait de pouvoir traiter la cause en même temps que la prise en charge des soins, mais cette prise en charge de la cause et traitement de l'artérite ou même l'insuffisance veineuse est extrêmement importante et doit être même un préalable. C'est l'avantage des centres justement spécialisés où on va avoir mettre en contact le chirurgien, l'angéologue, le médecin plasticien, enfin tout ce qu'il faut pour aboutir à cette cicatrisation. Et il faudrait aussi penser, enfin, vous avez insisté sur le problème artériel, mais le problème veineux doit être pris en charge aussi. Quand il s'agit d'un syndrome post-thrombotique, maintenant on a de plus en plus de possibilités de recanalisation, stenting, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ou même quand on a une insuffisance veineuse essentielle avec des varices importantes, la prise en charge de ces varices est nécessaire pour pouvoir obtenir une cicatrisation. Je suis tout à fait d'accord sur les recanalisations. Effectivement, je n'ai pas pu trop m'étendre sur ce sujet parce que c'est relativement fréquent et j'ai le souvenir de 2 ou 3 patients, même de 18 ans, un patient de 18 ans qui avait fait, à la suite d'une thrombophilie familiale, une énorme thrombose iliocave. Et à la suite de cette thrombose, on a fait une recanalisation car il avait un ulcère de jambe à 18 ans. Il traînait un ulcère de jambe récidivant après cette maladie post-thrombotique. Et à la suite de la recanalisation, on a réduit la pression veineuse ambulatoire périphérique et ça a permis une cicatrisation associée à la compression permanente, bien sûr. Allez-y, vous avez le micro juste à côté. Merci Frédéric pour ta présentation.
Il y a un truc qui m'interroge, c'est est-ce que tu as une idée de l'évolution de la prévalence des ulcères? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, les gens sont plus pris en charge, en particulier au niveau veineux. Il y a ces recanisations chez les jeunes qui quand même changent le pronostic. Et j'ai l'impression que pour autant, le taux d'ulcère, il est toujours autour de 1% et qu'il n'y a pas de progrès, quoi. Est-ce que tu as une idée de ça? Alors, j'ai une idée, que tu as raison, il y a une prise en charge beaucoup plus précoce de la maladie veineuse pour des raisons esthétiques essentielles chez la femme. Elles veulent se faire traiter avant que les troubles trophiques n'apparaissent. C'est évident qu'aujourd'hui, elles font tout. Les thromboses veineuses profondes, également, la prise en charge est mieux, c'est-à-dire qu'elle est plus précoce, l'écho-Doppler. Les traitements anticoagulants et la compression vite mis en place réduisent l'extension du thrombus, donc réduisent a priori la maladie post-thrombotique et l'importance des troubles trophiques de la maladie post-thrombotique. Alors pourquoi est-ce que ça augmente? Simplement l'augmentation de la longévité. Les sujets augmentent. Avec l'âge, après 65 ans, tu le verras, la peau s'atrophie, devient fine, comme du papier à cigarette. Le moindre traumatisme fait une lésion ulcéreuse. Et c'est ainsi qu'on peut avoir même des plaies chroniques sans insuffisance veineuse superficielle, profonde, ni insuffisance artérielle. Et donc, ces patients sont considérés comme des plaies chroniques si elles sont mal prises en charge. Nous avons une question à distance, docteur Mansour. On voit pas. Il y a des visios, on ne voit pas l'écran sur l'écran. Pascal, ça n'apparaît pas? Ah bon. Bon, mais il y a une question dans local. À la lumière d'un cas dans mon entourage, d'un ulcère chronique de plus d'1 an et demi, il a été découvert des signes de douleurs neuropathiques périphériques autour de l'ulcère qui ont amené à une prescription de Lyrica. Et bon, j'étais très sceptique. Et en définitive, ça a été, alors, sur une longue évolution, vraiment de façon très homogène, mauvaise, ça a été un coup de frein et ça a été une amélioration, disparition de la douleur, qui étaient des douleurs horribles au pansement, avec évidemment des tentatives de détertion de la fibrine acharnée. Et donc, en définitive, même des signes de bourgeonnement, la plaie est devenue active et elle a commencé à cicatriser à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une composante neurologique dans l'évolution de ces ulcères chroniques? Moi, je pense qu'il y a une composante neurologique liée à la douleur, mais qui est peut-être indirecte. C'est-à-dire qu'un patient avec une douleur importante, et c'est là aussi, il faut une prise en charge de la douleur, parce que c'est fondamental. Mais si on ne prend pas en charge la douleur, eh bien, le patient se met dans une attitude de douleur antalgique, souffre, ne bouge plus, ne marche plus. Donc l'édème s'aggrave et il n'y a aucune chance de cicatrisation. Car je disais en conclusion, la compression c'est bien, mais il faut la déambulation, comme le disait Robert Stemmer et Hugo Parche, les pionniers de la compression. Si on marche, on augmente, quand on a une compression, la pression de travail, c'est-à-dire la pression liée à l'exercice musculaire. Et si on augmente la pression de travail, on draine mieux. Et je pense que c'est le moyen, avec la déambulation et la rééducation, et en supprimant la douleur, on peut permettre aux patients de déambuler. Ah oui. Moi, j'avais une petite question. Tu l'as évoqué, mais les pansements, mais bien sûr, tout l'intérêt aussi des compresses actives, type alginate pour diminuer l'œdème, pour tout ça, c'est quand même des outils qui sont intéressants ou pas du tout sur ces plaies? Le pansement de... Sur les plaies, voilà, ça va être traité après. Ça va arriver. Oui, je crois que ça va être abordé après. Ça n'a pas été évoqué du Oui. tout.
Et il y a Parfait. une petite question à distance, donc par écrit. Quelle est la place de la biopsie quand on Alors, la suspecte? biopsie, je crois qu'il faut l'évoquer et y penser le jour où la lésion hyperbourgeonnante et saignotante sans épidermisation. Il faut être, à mon avis, vigilant, mais au bout d'un certain temps quand même. C'est pas au bout de 6 mois, hein, sur une plaie vraiment très chronique. Eh bien, merci beaucoup. Si je vous remercie.